Les années Netanyahou. Une conférence de J-Code, La paix maintenant et le cercle Bernard Lazare. Bon, alors bonsoir tout le monde, bonsoir Bernard Lazare, bonsoir La paix maintenant, et bonsoir aussi à tous ceux qui, grâce à la magie d'Internet, nous suivent d'un peu loin ce soir. Alors, nous recevons aujourd'hui Jacques Bandelac, vous êtes économiste, votre domaine c'est l'économie israélienne et l'économie palestinienne, hein, vous vous occupez des deux. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche israélien de recherche sécurité sociale. Pour ça, vous êtes à Jérusalem. Et puis, vous descendez sur la côte puisque vous enseignez au collège universitaire de Netanyahou. Donc, vous bougez un peu. Et puis, vous venez de publier un livre, Les années Netanyahou, le grand virage d'Israël. Et puis, nous avons la chance que Denis Charbit soit de passage à Paris, 24 heures, et avait la gentillesse de passer rue Saint-Claude. Nous vous en savons gré. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université ouverte d'Israël. Alors, en hébreu, on dit Open University, c'est ça? Voilà. Et en quelque sorte, vous serez un intervenant supplémentaire auprès de Jacques. Donc, je dis au public, nous avions annoncé un conférencier de qualité, ben, vous en aurez deux pour le même prix. Alors, vous expliquez que beaucoup de choses ont changé avec Netanyahou. Il y a eu le sionisme, il y a eu le nationalisme, et maintenant vous qualifiez ça de bibisme. Je vous donne la parole. Bien, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité, de m'accueillir et d'être venu m'écouter. Je ne pensais pas que ce livre que j'ai publié il y a quelques semaines reviendrait d'actualité aussi vite. J'espère n'y être pour rien, malgré qu'on m'a reproché d'y être pour quelque chose. C'est un livre que j'ai fini d'écrire il y a 2 ans, mais que je voulais publier lorsque Netanyahou ne serait plus au pouvoir. Et je croyais innocemment qu'aux élections de mars 2019, il ne le serait plus, et donc j'avais prévu de publier à ce moment-là. Et puis j'ai dû le retarder pendant 2 ans, jusqu'à juin 2021, où Netanyahou a quitté le pouvoir. Et à ce moment-là, bon, j'ai bien sûr remis à jour les 2 dernières années pour le publier, donc il y a quelques semaines. Je me suis intéressé, comme vous l'avez dit, aux années durant lesquelles Netanyahou a fait partie de la vie politique israélienne, c'est-à-dire comme député, comme ministre et dans différentes fonctions. Mais ce qui m'a intéressé particulièrement, c'était de savoir comment se fait-il qu'un homme politique comme Netanyahou ait laissé sa marque dans la société israélienne. Israël a connu de grands premiers ministres qui ont beaucoup laissé des traces importantes. Je ne vais pas remonter à Ben Gurion, mais Begin, Shamir, Olmert, Rabin, bien sûr, chacun dans sa voie politique, ont tous laissé une marque, mais il n'y a pas eu de béguinisme, d'olmertisme, de chamirisme ou de rabbinisme, enfin, pas autant que je sache. Et pourtant, dans la période de Netanyahou, eh bien, il y a eu ce que l'Israélien appelle le bibisme. Ce n'est pas Netanyahou qui l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est un mot qu'on emploie en hébreu, à bibisme, c'est-à-dire le bibisme. Et je me suis interrogé de savoir comment on en est arrivé là. Comment est-ce qu'un homme politique a réussi à tellement marquer sa marque sur la société israélienne pendant en fait 30 ans. Est-ce que ce bibisme, est-ce que c'est vraiment une idéologie ou est-ce que c'est juste une marque comme ça reliée à un homme politique qui sait bien se vendre, on va dire, et comment ce bibisme, je mets toujours entre guillemets parce que je ne sais pas très bien ce que c'est, comment il a influencé la société israélienne, hein, parce que quand même, dans la durée, dans la longévité, Netanyahou est entré dans la vie politique en 88, jusqu'en 2021, ça fait 33 ans. Si on enlève les 3 ans où il a été où il s'est retiré de la vie politique au milieu, parce que vous savez, les hommes politiques parfois se retirent mais reviennent vite. C'est très actuel. Donc, il a fait partie, il a été dans la vie politique israélienne 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup. Il a battu toutes les longévités possibles. Il a rempli tous les ministères possibles. Pas seulement Premier ministre, mais il a été aussi le Premier ministre qui a accumulé simultanément le plus de portefeuilles ministériels possibles. Il a été Premier ministre et en même temps, il
il a rempli 4, 5, 6, 8, 9 ministères, ce qui est aberrant, enfin ce qui est extraordinaire. Et donc, effectivement, on a un Premier ministre très centralisateur, très autoritaire. Et tout ça a donné lieu donc à ce qu'on appelle aujourd'hui le bébisme. Et donc, je me suis interrogé sur son influence, et bien entendu, c'est quelque chose qui revient d'actualité, puisqu'on en parlera bien sûr vers la fin. Que va-t-il se passer si jamais Netanyahou reprenait le pouvoir dans quelques mois, et quelle retombée ça aurait sur la société israélienne. Alors, d'emblée, j'ai constaté que, en fait, Netanyahou a établi son pouvoir sur un certain nombre de piliers, je vais dire, de facteurs qui vont lui permettre de s'asseoir et de développer son pouvoir pendant 30 ans. Ces piliers, il y en a 4 ou 5. C'est premièrement, pas dans l'ordre, la menace existentielle, c'est-à-dire qu'il a toujours brandi une menace pour pouvoir se présenter en sauveur de la nation et pour pouvoir convaincre davantage d'Israéliens que sans lui, le pays ne pourrait pas survivre. Ces menaces, c'est principalement la menace iranienne, dont on parle encore aujourd'hui, mais on ne va pas entrer dans les détails, la menace palestinienne, bien sûr, mais aussi la menace du Covid, qui lui a permis pendant 2 ans de mener le pays comme il a bien voulu. On va détailler peut-être tout à l'heure, mais cette façon de semer la peur parmi la population, ensuite de venir sauver le peuple, c'est une des caractéristiques de ces 30 ans de bibisme. C'est vraiment brandir une menace et ensuite prétendre la résoudre tout seul. Donc ça c'est le premier, si vous voulez, pilier de ces 30 années qui vont le soutenir. Le deuxième pilier, c'est à mon sens l'allié américain. Bien sûr, les États-Unis sont les soutiens d'Israël depuis toujours. Netanyahou a connu 7 présidents américains, un record, avec lesquels il s'est plus ou moins entendu, on va dire, plus entendu avec les présidents républicains et moins ou pas du tout avec les présidents démocrates. Alors, bien sûr, Trump a été son modèle et son ami et son allié par définition. En contrepartie, par exemple, Obama, il ne s'est jamais entendu avec Obama et il a posé un tas de problèmes, enfin ils se sont fait un tas de problèmes mutuellement. Il n'empêche qu'Obama a été le président américain qui a relevé l'aide financière à Israël à son plus haut niveau. Obama a relevé de 30% l'aide américaine à Israël, de 30 à 38 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Donc c'est ça, on le doit à Obama, on ne le doit pas à Trump particulièrement. Troisième pilier, enfin troisième élément qui a assuré la stabilité de Netanyahou, le gaz. Vous allez dire qu'est-ce que le gaz vient faire dans cette affaire? Oui, alors le gaz, il se trouve qu'on a découvert du gaz en Israël en 2009, c'est-à-dire juste quand Netanyahou est arrivé au pouvoir. C'est très bien tombé pour lui parce que ça lui a permis pendant les 12 années ou les 13 années de brandir cette ressource du gaz comme étant un succès important pour l'économie israélienne qui va garantir des rentrées de fonds, qui va permettre la prospérité. Donc ça il a brandi régulièrement. Malgré, il faut bien le dire, qu'Israël n'était pour rien dans la découverte de gaz, puisque le gaz n'a pas été découvert par des sociétés israéliennes, c'était des investissements entièrement privés. Israël n'a pas mis un centime, enfin n'a pas mis un shekel dans les recherches de gaz, et le gouvernement israélien n'y est pour rien dans les découvertes et dans l'exploitation du gaz en Méditerranée. Et bon, ça c'est un autre. Mais il n'empêche que ça a été un pilier économique important pour l'argument de Netanyahou. Le quatrième facteur important de ce bibisme, c'est à mon avis son amitié, son soutien de la part de milliardaires dans le monde entier avec lesquels Netanyahou a tissé des liens, qu'on connaît plus ou moins, dont certains seront à l'origine de l'acte d'accusation de corruption qui est actuellement en cours, puisqu'il a reçu beaucoup de cadeaux et de beaucoup de ces milliardaires. Alors, ce n'est pas qu'il a reçu des cadeaux de milliardaires, on a le droit de recevoir des cadeaux, mais de milliardaires
qui, en échange, attendaient des contreparties qui sont la définition de la corruption lorsqu'il s'agit de contreparties qu'un homme politique doit donner en échange de soit. Le milliardaire le plus connu, enfin, en tout cas, à l'Europe, c'est Sheldon Adelson, c'est-à-dire celui qui a lancé le journal gratuit Israël Hayom, et qui est bien sûr un journal gratuit qui a été le soutien puissant et massif de Netanyahou pendant de longues années, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ce que son principal propriétaire décède, mais qui a été aussi, sur le plan médiatique, un facteur important pour la longévité de Netanyahou. Et le cinquième soutien important de ce bibisme, je dis le cinquième, mais je ne l'ai pas dit dans l'ordre parce qu'il n'y a pas d'importance, c'est son soutien familial. Comme vous l'entendez sans doute, sa femme et ses enfants, un de ses fils, ont une influence importante sur les décisions de Netanyahou durant sa vie politique, depuis le début. Et ça a été un facteur très, très particulier dans la vie politique de Netanyahou, qu'on a retrouvé nulle part ailleurs. Alors, il y en a qui m'ont dit oui, mais les femmes des premiers ministres, elles ont toujours un impact sur le premier ministre. Non, pas comme Netanyahou, pas non plus, pas comme Netanyahou, pas comme sa femme, ses enfants. Il y a toutes sortes d'accords secrets qui les lient. Enfin, on ne va pas entrer dans les détails. Il y a quelques jours, une caméra a surpris Netanyahou dans l'hémicycle de la Knesset, recevant un WhatsApp de son fils Yair, lui disant fais attention à Ayelet Shaked, elle va t'en guet-apens. Enfin, bon. Des choses qui sont montrées, qui sont prouvées, qui sont toujours niées, bien sûr, mais le soutien familial de Netanyahou, c'est un des piliers importants qui lui a permis de s'établir et de se maintenir dans le temps. Et donc, une fois que Netanyahou s'est lancé dans la vie politique, donc en 88, quand il est devenu député d'abord et ensuite Premier ministre et différents ministères, il va, d'après ce que j'en vois, en tout cas a posteriori, quoi, il va utiliser une stratégie très, très fine, une stratégie pour se maintenir et pour s'établir davantage, qui va reposer sur plusieurs principes. Je vais en évoquer quelques-uns comme ça. Le premier principe, c'est ce que j'appelle diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que pour se maintenir au pouvoir, il a très vite compris qu'il fallait d'abord que dans son propre camp, c'est-à-dire le Likoud, parce qu'il est né au Likoud, il est toujours au Likoud, que dans son propre camp, il faut qu'il s'entoure que de ses propres partisans et que ceux qui sont opposés à lui ou à sa façon de voir ou à sa façon de gérer n'ont plus leur place. En fait, on va se rendre compte très vite que les grands ténors du Likoud, Sharon, Olmert, Meridor, Benny Begin, ont tous quitté le Likoud à un moment donné de leur carrière politique. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ne sont plus au Likoud, ils ont ou bien créé des partis politiques qui vont s'opposer au Likoud par la suite, ou bien ils ont quitté la vie politique. Tzipi Livni, alors même dans le gouvernement, j'allais dire actuel, qui est encore actuel, la plupart des ministres de la droite sont des anciens membres du Likoud. Bennett a démarré au Likoud. Sahar, Lieberman, tous démarré au Likoud et ensuite, par désentente avec Netanyahou, ont créé leur propre parti et l'ont quitté. Souvent des partis ou des hommes politiques qui sont politiquement plus à droite que Netanyahou, d'une certaine façon, mais qui, pour des circonstances que l'on connaît, ont quitté les Likoud et ont fait des gouvernements de coalition que l'on a connus cette dernière année. Et donc Netanyahou s'est attaché à diviser donc ce Likoud, à diviser ses partisans pour pouvoir régner de façon plus stable. Et quand je dis régner, ce n'est pas par hasard, c'est que beaucoup d'Israéliens l'appellent le roi Bibi. C'est vraiment c'est ce qui le caractérise, ce qui finit par caractériser son règne durant ces 30 années. Alors, une fois qu'il a divisé son entourage, il s'est mis à la recherche de partenaires qui vont le soutenir, c'est-à-dire de
se canaliser sur ceux qui pouvaient être ses principaux partisans, c'est-à-dire en jouant sur les clivages sociaux, en jouant sur le vote identitaire, c'est-à-dire qu'en Israël, on vote, vous savez, par identité, pas par idéologie. Il va s'attacher donc à certaines catégories sociales qui ont toujours, en vérité, soutenu le Likoud et soutenu la droite, hein, c'est-à-dire les séfarades, les religieux et les pauvres. Voilà, si vous voulez. En gros, c'est ça l'électorat de Netanyahou sur lequel il s'est assis pendant des années. Il y a eu aussi, à certains moments, les russophones, mais qui ensuite, avec Lieberman, ont quitté le Likoud. Il y a eu aussi les francophones, il faut bien le reconnaître, puisque le représentant à l'Assemblée française des Français d'Israël est un ami de Netanyahou. Donc ça aussi, il faut le dire. Mais vraiment, bon, l'électorat de la droite, du Likoud et donc de Netanyahou ont été effectivement les catégories sociales les plus défavorisées. Sans compter, ça j'allais presque oublier, les colons israéliens qui bien sûr, plus ou moins soutenus hein, d'une certaine façon, souvent parce qu'ils n'avaient pas le choix, si je puis dire, mais qui sont bien sûr, qui font partie encore de la majorité de ces partis. Donc, une fois qu'il a recherché ses partenaires, il va mettre en place une politique, finalement, c'est ça le bibisme, à mon avis, une politique très, très pragmatique, c'est-à-dire une politique de droite, très nationaliste, très, très libérale sur le plan économique, mais aussi très pragmatique, ce que de nos jours on appelle très populiste. C'est-à-dire qu'il ne va pas hésiter quand ça l'arrange, enfin selon les circonstances, à utiliser un double langage. Vous savez qu'il s'est à un moment donné affirmé pour la solution à deux États, le fameux discours de Bar-Ilan. Bon, il a dit, c'est très bien, mais il n'a rien fait pour ça. Il a souvent affirmé qu'il allait annexer les territoires de la Samarie. Il n'a rien fait pour annexer. Hein. Il a beaucoup dit qu'il allait abattre le Hamas dans la bande de Gaza. Visiblement, il a fait que le renforcer. Il n'a pas tellement abattu, en tout cas, selon les résultats. Donc, il a eu ce double langage. Et surtout, sur tous les sujets que vous allez prendre, vous allez toujours trouver quelque chose et son contraire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est effectivement de s'attirer le plus de partisans possible, hein, et donc de tenir le plus longtemps possible, même en économie d'ailleurs. On dit qu'Israël est un pays ultra-libéral. C'est vrai, ultra-libéral, parce que c'est pas lui qui a introduit le libéralisme. En fait, c'est pas lui qui... Lui, il n'est pas à l'origine de grand-chose. Il a souvent renforcé ce que d'autres ont fait à sa manière. Donc, le libéralisme, c'est pas lui qui l'a introduit, c'est Begin qui l'a introduit en 1977. C'est même Shimon Peres, le travailliste, qui l'a renforcé après la crise de 85, pour ceux qui connaissent l'histoire de la grande inflation. Hein, et donc, Netanyahou est venu, bon, il a renforcé ce libéralisme, donc il se présente comme un ultralibéral, et c'est vrai, mais jusqu'à une certaine limite. Parce qu'en fait, Israël est aussi, on a oublié de dire, une économie de monopole. Et des monopoles, autant que je sache, en économie, c'est le contraire de la libre concurrence, c'est le contraire du libéralisme. Ce sont ces monopoles qui sont la raison que les prix sont très élevés en Israël, dans l'alimentaire, dans l'énergie, enfin dans beaucoup de choses. Alors les monopoles, il n'a pas touché au monopole, parce que les monopoles, ce sont les grandes familles, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les milliardaires, et ça, il ne faut pas non plus vexer tout le monde. Donc ça, il n'a pas touché au monopole, donc il n'a pas touché à la structure monopolistique. Et donc oui, il a promis, c'était encore une promesse, de lutter contre la cherté de la vie. Mais il n'a jamais rien fait pour.
Bennett, en un an, a fait beaucoup plus qu'a fait Netanyahou en 15 ans. Par exemple, supprimer les droits de douane à l'importation pour que les produits de l'étranger soient moins chers et fassent concurrence avec l'intérieur. Mais ça, Netanyahou ne l'a pas fait pendant 15 ans. Et donc, voilà c'est ça ce pragmatisme, un pragmatisme politique, économique, un populisme pour essayer de satisfaire le plus grand nombre d'Israéliens qui sont amenés à voter pour lui. Et ça s'est traduit par une autre caractéristique du bibisme, qui est j'allais dire sa manie, sa vision, sa façon de dénigrer l'opposition. C'est-à-dire que dans une démocratie, il y a la majorité et la minorité. Bon, chacun a ses droits et ses devoirs. On peut être d'accord ou pas d'accord. C'est ce qu'on appelle une démocratie libérale, a priori. Avec Netanyahou, très vite, celui qui n'était pas d'accord avec lui, il est devenu l'ennemi à la nation, quoi. Il est devenu le traître, simplement. C'est-à-dire qu'il est devenu gauchiste. C'est-à-dire que même l'homme politique de la droite qui s'opposait à lui est devenu gauchiste. Quand je dis gauchiste, je ne veux pas dire gaucho-islamiste, comme on dit aujourd'hui. Ça aussi, c'est chez nous. Hein, bon. Un parti de la droite s'allie avec un parti islamiste, c'était la fin du monde, hein, c'était du point de vue de Netanyahou. Et donc, le fait de rendre l'opposition au bibisme illégitime, ça c'est une des caractéristiques du bibisme. Ça a effectivement creusé les tensions dans la société, ça a aggravé les frictions. Alors, ça s'est étendu, c'était pas seulement quelqu'un qui n'était pas d'accord, qui était qualifié de gauchiste, mais ça pouvait être un média, un journaliste, un juge qui prenait une décision en sa faveur, ben, il était anti-Israël. Finalement, c'est là que je voulais en venir dans cette partie du débat, c'est que Netanyahou a transformé le débat politique, économique et social en un débat légitime démocratiquement lorsqu'il s'agit d'un débat idéologique. On est à droite, on est à gauche. On a le droit d'être à droite ou d'être à gauche et de s'opposer. Hein. On peut être d'accord, on peut être pas d'accord, on pourra détenir la vérité, on pourra ne pas. Ça, c'est un débat idéologique. Ce débat idéologique, il a disparu depuis 15 ans. Il n'y a plus les Israéliens de droite et les Israéliens de gauche, il y a l'Israélien bibiste et l'Israélien anti-bibiste. Et puis là, on a réglé la question de la démocratie israélienne. Alors, on est encore une démocratie parce que ce sont les urnes qui décident du sort de la politique israélienne, mais ce qu'a fait Netanyahou, il a sapé certains fondements de la démocratie dans la mesure où il n'a pas laissé ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. C'est dans toute démocratie, il y a le pouvoir et il y a les contre-pouvoirs. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Il n'a pas laissé les contre-pouvoirs remplir leur rôle. C'est-à-dire qu'un contre-pouvoir qui, par définition, va s'opposer à sa politique, forcément devenait gauchiste, anti-israélien ou anti tout ce qu'on veut. Et ça a été un des fondements de ce bibisme, notamment sur les dernières années, où il va remettre en cause ces contre-pouvoirs, c'est-à-dire d'abord la justice. Dès qu'un juge ne sera pas d'accord, il va tout de suite attaquer en des termes très, très difficiles. On se souvient tous du spectacle qu'il a donné lors de son premier jour de l'ouverture de son procès à Jérusalem, où il est apparu à l'entrée du tribunal de Jérusalem et il a fait un discours anti-justice. Enfin, il a attaqué les juges, il a attaqué le procureur, enfin, de façon très, 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 très forte. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs si le Likoud a présenté ces derniers jours, me semble-t-il, un projet de loi pour que les juges de la Cour suprême soient désignés par le gouvernement. Ce qui n'est pas forcément une mesure
très démocratique, mais bon, on peut ne pas être d'accord. Donc la justice, par exemple, on a pris un coup très, très, très fort. Le pouvoir parlementaire, le Parlement aussi, on a pris un coup fort. Autant qu'il aurait pu éviter de passer par le Parlement, il l'a fait. Bon, on se rappelle comment, pendant la crise du Covid, il a carrément fermé la Knesset une certaine période, et il a pris des décisions par décret, quoi, tout seul, quoi. Il a beaucoup décidé tout seul. Pour lui, c'était toujours une solution idéale. Vous savez que quand il est arrivé au pouvoir en 2009, il a décidé de relever le seuil électoral qui était de 2% à 3,25%. Le seuil électoral, c'est le nombre minimum de voix qu'une liste doit avoir pour entrer à la Knesset. Donc aujourd'hui, il faut avoir au moins 3,25% des voix, c'est-à-dire en fait 4 mandats pour entrer à la Knesset. Moins de 4 mandats, on n'y entre pas. En fait, ça a permis de supprimer de la vie politique tous les petits partis qui n'arrivaient pas à avoir 4 mandats. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si ça l'a aidé. En tout cas, j'entendais récemment qu'il voulait revenir à 2%. Donc, ce n'est pas très clair. Donc, c'est ça ce pragmatisme, hein, de dire quelque chose en fonction des circonstances et de changer. Donc là, apparemment, ça ne l'arrangeait plus tellement. Mais le relèvement du seuil électoral, effectivement, ça permet d'atténuer un petit peu le rôle du Parlement, enfin, en tant que représentant du peuple. Sans parler d'un instrument que Netanyahou aime bien brandir, c'est le référendum. Je crois qu'en France aussi, on aime bien les référendums. Mais, alors, chez nous, régulièrement, il brandit l'arme du référendum. Il n'y en a jamais eu. Hein. Peut-être une fois, je sais pas. Non, il n'y en a jamais eu. Il y a une loi qui définit le référendum, c'est dans des cas très particuliers. Alors, il brandit régulièrement le référendum pour nommer le Premier ministre, pour toutes choses. Quand une décision ne passera pas au Parlement, alors il propose de le soumettre à référendum. Donc ça aussi, c'est une façon un petit peu de façon sournoise, hein, de détourner le rôle du Parlement. Et là, je ne parle pas de toutes les lois, je ne vais pas dire antidémocratiques, ce sont des lois que le Parlement a votées, donc qui sont quand même légitimes, comme la loi État-nation, vous savez, qui ne reconnaît pas l'égalité avec les citoyens arabes. Bon, une loi qui a fait beaucoup parler, on va pas revenir, mais beaucoup de lois qui distinguent clairement les juifs et les arabes, enfin, les différentes. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va relever le caractère démocratique de l'État d'Israël. Donc il y a la justice, il y a le Parlement, il y a les médias. J'ai parlé des médias. Hein. Pareil, pour les médias, il va essayer à chaque fois de court-circuiter les médias. Il y a Israël Hayom, donc, qui va le soutenir parce qu'il est gratuit. Mais il faut savoir aussi qu'à un certain moment, il a essayé de faire voter une loi pour interdire les journaux gratuits. Vous allez dire comment ça se fait. Oui, parce qu'à un moment donné, il essayait d'arriver à un accord avec Ynet, avec le directeur de Yediot, que Yediot le soutienne. Et en contrepartie, il a essayé de faire voter une loi pour interdire les journaux gratuits qui, bien sûr, portaient préjudice à Yediot. Donc d'abord, il a soutenu les journaux gratuits. Ensuite, il a essayé de faire voter une loi pour interdire les journaux gratuits, pour que Yediot s'allie à lui. Et quand Yediot ne s'est pas allié à lui, il a annulé la loi, le projet de loi des journaux pour annuler les journaux gratuits. Et donc, voilà. Alors, un autre exemple de ce pragmatisme sans arrêt en fonction de ses besoins immédiats et des circonstances. Alors, donc voilà, si vous voulez, ce qui m'a semblé être un petit peu les fondements de ce biblisme qui finalement, j'allais dire, se retrouve dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que la vie quotidienne de l'Israélien a été fortement impactée par forcément ce type de politique, ce type de vision de la société, de la vie publique, parce que bien sûr, ce libéralisme s'est traduit par, on le sait, on ne va pas y revenir, mais par l'enrichissement d'une certaine catégorie de la population, avec la pauvreté qui s'est très largement agrandie sous les années Netanyahou. On a un des taux de pauvreté les plus forts de l'OCDE actuellement.
la pauvreté n'est pas une fatalité. Le taux de pauvreté a été multiplié par 2 sous Netanyahou. Si on a aujourd'hui 20% de pauvres, il y a 20 ans, on en avait 10%. On peut ne pas faire le lien, mais moi, je fais très bien le lien entre la politique libérale et puis le résultat qu'on y trouve. Alors, cette pauvreté, pourquoi? Parce que Netanyahou a coupé dans les dépenses publiques, entre parenthèses civiles, parce que les dépenses militaires ont continué d'augmenter durant toute sa période. Donc, on a coupé dans les dépenses civiles, on a coupé dans la protection sociale, bien entendu. Et donc, forcément, les catégories les plus défavorisées n'ont pas réussi à s'en sortir. Et surtout que là aussi, il a, j'allais dire, accusé les pauvres, accusé les chômeurs d'être des parasites de la société. Ça, on l'a souvent entendu, ça s'est pendant des années, mais voilà, les pauvres étaient coupables de leur pauvreté, les chômeurs étaient coupables de ne pas vouloir travailler. Ça, c'est un langage qu'on a beaucoup entendu chez lui. Et même lorsque le chômage tombe à des niveaux assez bas, le taux de pauvreté reste élevé parce que les salaires et le revenu moyen n'est pas suffisamment élevé pour que tous les Israéliens puissent s'en sortir. C'est vrai que Netanyahou nous brandit toujours le revenu moyen du pays. C'est vrai que le revenu moyen du pays, il a augmenté pendant 15 ans. Hein. Il a connu une certaine prospérité. Hein. Le moyen a augmenté de façon sensible. J'ai regardé les chiffres de l'OCDE la semaine dernière. On est aujourd'hui, au point de vue du revenu par habitant, quoi, ce qu'on appelle le niveau de vie, on est au 24e rang sur 38. C'est pas terrible, hein, 24e pays sur 38 de l'OCDE, c'est pas terrible. Il y a 15 ans, on était le 24e pays sur 38. On n'a pas changé de place durant les années Netanyahou du point de vue de l'évolution du niveau de vie de la population. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a fait pareil. Voilà. Et nous, on a fait pareil, ce qui est très bien. Quoi. Le problème qu'on a, c'est pas qu'on a des problèmes de dépenses, de revenus, etc. Mais non, on n'a pas fait forcément mieux que les autres pays occidentaux. Par contre, ça, Netanyahou ne l'a pas forcément entendu. Et donc, il se glorifie souvent d'avoir conduit le pays à une prospérité économique qui est juste, mais qui n'est pas exceptionnelle, on va dire, par rapport à d'autres pays occidentaux. Notre exemple, la question de la religion, les rapports avec la religion. Bon, vous savez que Netanyahou a forcément fait des coalitions avec les partis religieux, les Haredim, et que ça a coûté de l'argent, forcément. Donc, il a fallu augmenter les subventions, il a fallu augmenter les financements aux institutions religieuses. Netanyahou a très rapidement modifié le calcul des allocations familiales pour les rendre beaucoup plus progressives avec le nombre d'enfants. Ce qui fait qu'une famille d'enfants nombreuses, c'est-à-dire de 6, 8 ou 10 enfants, a beaucoup plus d'allocations qu'une famille de 1 ou 2 enfants. Donc, ça aussi, c'est un prix que l'on paye qu'on a payé pour que les partis orthodoxes s'allient à la coalition de Netanyahou. Il y a beaucoup de lois qui font référence non pas à la religion, mais aux enfants. Par exemple, on a en Israël ce que vous avez aussi en France qui s'appelle la prime pour l'emploi. Vous avez une prime qui est donnée à ceux qui travaillent mais qui ont un revenu pas très élevé. En Israël aussi, c'est une prime qui existe, mais elle est donnée aux actifs à rajouter avec enfants. C'est-à-dire que s'il n'a pas d'enfant, ben, il n'est pas concerné. Donc les enfants sont souvent un critère dans beaucoup de choses, et ça vient effectivement du fait qu'il a voulu souvent s'allier le soutien des partis orthodoxes. Alors voilà, si vous voulez, pour moi, ce que c'est que ce bibisme. Alors, je n'ai pas parlé des relations régionales et internationales. Là aussi, le bibisme a été, à mon avis, le statu quo le plus total. C'est-à-dire qu'à force de dire quelque chose et son contraire, on n'a rien fait. La seule chose de bonne qu'il ait faite, ce sont les accords d'Abraham. On ne peut pas nier de faire la paix avec des pays arabes, c'est très bien. Mais Netanyahou, il a fait la paix il peut faire la paix avec des Arabes quand ils sont loin.
Et quand ils sont plus près, c'est plus difficile, c'est quasiment impossible. Et les pays arabes de la région ont été totalement ignorés de Netanyahou durant ces 15 années. Les relations avec la Jordanie ont été froides totalement, avec l'Égypte aussi, avec la Turquie, on n'en parle pas. Enfin, donc vraiment, les relations régionales de Netanyahou sont tombées à point le plus bas. Et je ne parle pas des Palestiniens, bien sûr, qui ont été totalement ignorés. Et c'est ça le problème, c'est que les accords d'Abraham se sont faits au détriment d'un accord de paix avec les Palestiniens ou un accord de paix dans la région. Et il a fallu que Bennett, je disais tout à l'heure que Bennett a fait en un an des choses que Netanyahou n'a pas fait en 15 ans. Une des premières choses que Bennett a fait, c'est d'aller en Égypte et rencontrer le président égyptien. Et ça, pendant 11 ans, 12 ans, Netanyahou ne l'avait pas fait. Donc, on a effectivement restauré les relations avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec la Turquie encore plus, en raison des menaces iraniennes dont on a parlé beaucoup chez nous, je ne sais pas chez vous si on en a parlé. Et donc, oui, Netanyahou avait détérioré beaucoup de relations internationales que Bennett a plus ou moins réussi à reprendre. Et je ne parle pas des relations avec le Parti démocrate américain, que Netanyahou avait totalement ignoré, pour parler gentiment, et que Bennett a restauré progressivement parce que les États-Unis restent un partenaire important pour Israël dans tous les plans, que ce soit l'Iran, que ce soit d'autres facteurs. Donc voilà, j'espère avoir réussi à caractériser un petit peu ce biblisme, donc, qui n'est pas forcément une idéologie au sens propre du terme, parce que l'idéologie de Netanyahou, ça reste l'idéologie de la droite traditionnelle, je crois, du Likoud, enfin, mais avec un mode de gouvernance, et je crois que c'est ça le biblisme. Le biblisme, ce n'est pas l'idéologie, c'est la façon de mener les pays, la façon autoritaire, centralisateur, de vouloir le pouvoir à tout prix et tout seul, et de dénigrer les ennemis du peuple, de dénigrer la gauche, dénigrer les Arabes, voilà. Donc c'est davantage peut-être un mode de gouvernance, de gouvernement qui est lié bien sûr au caractère de Netanyahou, qui est un bon orateur, qui est très convaincant, qui est un bon communicant, qui sait bien parler, qui est arrivé à convaincre pendant 15 ans beaucoup d'Israéliens de voter pour lui. Ça, on ne peut pas lui enlever cette qualité. Mais je crois qu'il a quand même porté pas mal de coups à la démocratie israélienne. C'est-à-dire que même si on me dit « mais qu'est-ce que vous racontez, la démocratie se porte très bien », non, la démocratie israélienne ne va pas bien. Et à mon avis, un retour de Netanyahou serait une mauvaise nouvelle pour la démocratie israélienne. Je recommande vivement le livre de Jacques Bentella parce qu'il donne sur tous les domaines, sur tous les aspects économiques, sociaux, politiques, diplomatiques, la justice, les rapports, la religion, vraiment un recensement de tous les changements, de toute la manière de faire. Voilà. Ça, je dirais, le caractère, la dimension descriptive du livre, je souscris, ça donne un très bon résumé, ça justifie complètement le titre « Les années Netanyahou ». En revanche, je reconnais ne pas être d'accord du tout, mais pas du tout, sur l'interprétation. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'on fait dans la recherche, et donc je vais essayer bien sûr de me justifier. Et d'abord, je prendrai une chose, c'est que d'un côté, vous avez entendu de la part de l'auteur, et je l'ai lu dans le livre, qu'il n'a rien fait, ou pas grand-chose, et de l'autre côté, on nous dit c'est le grand virage. Alors, il faut savoir, s'il n'a rien fait, il n'y a pas de virage. S'il a fait quelque chose, il y a un virage. Mais on ne peut pas tenir, me semble-t-il, les deux. Et ma controverse, encore une fois, et on est d'accord sur le fait que Netanyahou n'a pas fait du bien, ou n'a pas fait que du bien pour Israël. Mais moi, il y a une chose, et je reconnais que je suis peut-être obstiné, et on peut me contredire, cette idée que Netanyahou n'a pas d'idéologie,
que la seule idéologie qu'il a, c'est de se maintenir au pouvoir, et que pour rester au pouvoir, il est capable de louvoyer, etc., me paraît ne pas correspondre, en tout cas à l'interprétation que moi, je me fais de Netanyahou. D'ailleurs, je pense qu'il y a clairement, et c'est pour ça qu'il y a un virage. Moi j'admets l'idée du virage, mais je n'admets pas l'idée que, oh là, il n'a pas fait grand-chose, là, il n'a pas fait grand-chose, là non plus, etc. Non. Alors, on est en démocratie. On est en démocratie de surcroît parlementaire, avec des majorités très étroites. Et bien entendu que dans ce contexte-là, même quelqu'un qui a une vision très précise de ce qu'il veut est obligé de louvoyer. Invoquer, par exemple, le discours de Bar-Ilan ou l'accord de White Plantation en 1997 pour dire, regardez, c'est un pragmatique. Mais pas du tout. Ça s'appelle, en politique, de la ruse. Le discours de Bar-Ilan, consistant pour Netanyahou à dire, et parce qu'il y avait Obama qui était président des États-Unis, s'il n'était pas président des États-Unis, il n'aurait jamais fait un discours pareil, c'est de la ruse politique. Et un homme politique, en général, il a souvent besoin de ruser, parce que, justement, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout décider. Il est obligé de tenir compte. Je vais prendre un autre exemple, et je reconnais que je le ferai avec beaucoup plus de prudence, Jacques, parce que je ne suis pas économiste. Non, parce que je ne suis pas économiste. Prenons la question des allocations familiales. Dans les allocations familiales, c'est vrai qu'il a tiré parti de l'intifada pour casser les allocations familiales. Après, c'est vrai qu'il a un petit peu relevé, notamment à partir du 5e enfant, 6e enfant, etc., etc. OK. Mais qui touche ces allocations familiales au-delà du 5 enfants? N'est-ce pas les familles les plus pauvres d'Israël? Alors certes, heureusement qu'on est en démocratie, il y a 50 ans, du temps des travaillistes, on aurait donné aux orthodoxes, on n'aurait pas donné aux arabes. Là, aujourd'hui, on a fait quand même des progrès en matière de démocratie libérale, ce qui ne plaît pas à Netanyahou, mais en tout cas, on s'y incline. Et donc, aujourd'hui, on dit quiconque a 5 enfants et plus vont obtenir effectivement beaucoup plus, je ne sais pas, si tu as 700, 500 shekels, quelque chose comme ça, là où pour 1, 2, 3, 4, c'est 150 ou 183, je crois, multiplié par 4. Or, bien sûr qu'il le fait dans une volonté de clientélisme. Mais vous imaginez s'il ne l'avait pas fait, mais le seuil de pauvreté, il aurait explosé encore plus. Parce que ces allocations familiales qui arrivent dans ces familles orthodoxes ou ces familles musulmanes, eh ben, elles permettent précisément de contenir ce seuil de pauvreté. Ça, c'est Donc, en matière, et prenons la thématique qui m'est plus chère, qui est plus importante, sur laquelle je pense y comprendre beaucoup mieux que dans le domaine économique, l'héritage de Netanyahou, et on en a eu la preuve pendant 1 an, c'est qu'il a habitué pas seulement la classe politique, également la classe politique, mais surtout l'opinion publique israélienne, à ce qu'il n'y ait plus de négociations avec les Palestiniens. Avec, je dirais, une sorte de dépit de la communauté internationale, mais qui n'en fait pas plus pour l'inciter ou lui dire ça, c'est pas possible. Car si on prend, depuis 1991, je vous rappelle la conférence de Madrid, de 1991 à 2015, quand Netanyahou était Premier ministre, tout Premier ministre, je dirais, se voyait intimer l'ordre tacite de négocier avec les Palestiniens sans réclamer de tous les gouvernements qu'ils parviennent à un accord en bonne et due forme. Ça, jamais la communauté internationale n'a jamais dit à Israël, il faut négocier et parvenir à un accord. Négocier, c'est déjà pas mal. Et chacun a donné le change. Le désengagement de Sharon, à un moment, Olmert a pensé qu'il fallait faire un désengagement unilatéral, il a renégocié avec Mahmoud Abbas, etc. Tout le monde y est allé. Barak, c'est peut-être une des rares erreurs que j'ai trouvées dans le livre, l'accord sur un retrait israélien des territoires, Barak l'a rejeté, et il a dit non, on va se rencontrer, on va faire un sommet et ça va marcher. Et ça n'a pas marché. Donc ce que je veux dire, c'est que Netanyahou l'a fait en 2014, la mission Kerry, qui a échoué,
Et qu'importe les responsabilités, la question, c'est pas de savoir est-ce que c'est la faute de Netanyahou, est-ce que c'est la faute de Mahmoud Abbas. Il faudra attendre 70 ans qu'on puisse voir les archives et on pourra dire enfin qui est effectivement le responsable. Idem d'ailleurs pour Camp David. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en 2015, en 2014, quand ces négociations ont échoué, c'était la dernière fois. Et si ça, c'est pas un virage, ça, c'est un virage. Et donc là, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il a habitué l'opinion publique israélienne et la communauté internationale à consentir à l'idée qu'Israël n'est pas obligé de négocier. Et on a vu Bennett pendant un an dire c'est la règle du jeu. Il avait dit pas d'annexion et pas de retrait. Et j'en viens peut-être, pour effectivement vous laisser poser toutes les questions. Donc moi, je considère effectivement que oui, il y a un virage, oui, il y a des risques, oui, il y a des menaces, et je ne m'appuie pas sur ces pragmatismes que parfois tu appelais populisme. Pragmatisme et populisme en sciences politiques, désolé, c'est ma partie, c'est pas la même chose. Pragmatisme et populisme, c'est deux notions, deux concepts complètement différents l'un de l'autre. Mais ce pragmatisme, parce qu'il y a effectivement du pragmatisme, il touche, je dirais, voilà, aux aléas de la vie politique. Mais il ne me semble pas qu'il dévie une seconde de sa route. Et en cet égard, donc, je ne réduis pas le bibisme, allez, on va dire, au culte de la personnalité. Et puis, je terminerai sur une question qui est finalement la seule question qui compte. J'ai entendu, j'ai lu effectivement tous ces griefs, toutes ces objections que je partage absolument. Et on a envie de dire, mais alors, si c'est aussi terrible, pourquoi ça marche? Parce que c'est ça la vraie question. La question, c'est pas de dire, voilà, il a fait. Enfin, la question, c'est important de le faire. Hein. Je veux dire, d'abord, on établit les faits, voilà ce qu'il a modifié dans tous les domaines. Mais la vraie question, c'est pourquoi ça marche. Alors, attention, tu l'as dit à la fin, côté relations publiques, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas, et même dans cette maison, le dire, c'est qu'en face de lui, il y a un vide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune alternative qui est présentée. La menace iranienne, c'est tout juste si depuis quelques mois, on commence à entendre, et notamment des responsables de la sécurité, dire finalement, cette abrogation que Netanyahou a obtenue de Trump n'était pas une bonne chose pour Israël. Mais ce n'est pas devenu, comment dirais-je, quelque chose qui est partagé, qui est entendu et qui ferait une confrontation. Alors, il y a effectivement sans doute des problèmes aussi de communication. Tu l'as dit et je souscris entièrement. Ce qu'a fait Naftali Bennett et Yair Lapid et le ministre des Affaires étrangères en matière de diplomatie, c'est remarquable. La Turquie, l'Égypte, la Jordanie, même Gantz s'est fendu d'une visite à Mahmoud Abbas, mais voilà, c'est pas allé tellement plus parce que l'alternative, elle n'est jamais, etc. L'idée que Netanyahou fonde son pilier sur la menace, on pourrait dire, désolé, que tout ce qu'a fait le centre et la gauche, c'est de brandir la menace Bibi. Bon, nous aussi, on sait jouer avec la menace, attention, attention. Je veux dire, on n'a pas le monopole. Alors là, c'est une menace extérieure. Nous, c'est une menace intérieure. Bon. Mais c'est vrai que quand vous avez des conflits derrière vous et la Shoah un peu plus en arrière et le départ des Juifs arabes, avec ça, je veux dire, c'est vrai qu'on est toujours plus sensible à la menace qu'à… Mais ça, il l'a compris. Mais pas parce qu'il en joue, il l'instrumentalise, il le manipule. C'est tout homme politique, on peut dire ça de n'importe quel homme politique, qu'il manipule et qu'il instrumentalise la menace, etc. On pourrait vous dire, voilà, Macron, il a instrumentalisé la menace Le Pen et c'est pour ça que vous êtes tous allés voter Macron. Bon, ah oui, mais c'est le problème, c'est que c'est quoi l'instrumentalisation? À partir quand on entend instrumentalisation, on entend quelque chose qui n'est pas légitime. Bon. Les rapports avec les USA. Je veux dire, c'est les travaillistes qui ont inventé ça depuis le début. Sur le gaz, c'est vrai, Shelly Yachimovitch était extrêmement militante, extrêmement combattante, et elle n'a pas été suivie. Sur l'amitié avec les milliardaires, etc., je ne suis pas sûr que ce soit le monopole de Netanyahou. Quant au soutien familial, ça, c'est vrai que c'est une particularité. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord pour dire que
il a accentué la personnalisation du pouvoir, et nous, en retour, on est tombé dans le piège. Parce qu'il faut bien comprendre que quand tout est anti-Bibi, 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 eh ben, on ne le fait que le renforcer, comme on dit, sa base électorale, dans l'idée qu'il est poursuivi par tout le monde, menacé par tout le monde en veut. Et du coup, on a une sorte, enfin pas moi, mais beaucoup ont une sorte de sympathie parce qu'il résiste à tous les corps constitués, la presse, etc. Donc, il faut bien comprendre que Netanyahou a triomphé parce que progressivement, le centre, la gauche, etc., on voit bien les différences, on voit bien le style différent. Et je l'ai dit, et je le dis maintenant, oui, il y a eu quelque chose de plus, comment dirais-je, de plus serein. J'en parlais avec David hier au hommage dans la pause entre les colloques. Attention, le gouvernement a fonctionné, le gouvernement Bennett a fonctionné. C'est la coalition qui n'a pas fonctionné, ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est vrai qu'ils ont travaillé, ils ont fait des réformes importantes, etc. Mais je pense qu'il a tiré parti de la vacuité de la communauté internationale, il faut le dire, concernant les Palestiniens, c'est très clair. Il a tiré parti, je dirais, voilà, de cette frilosité où, regardez Lapid, lui aussi, alors on pourrait dire, parfois il y a un coup à droite, parfois un coup à gauche, parfois. Mais je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que Netanyahou, oui, défend une vision. La loi fondamentale sur l'État-nation du peuple juif, c'est pas rien, même si c'est une mesure qui n'a pas transformé les droits des Arabes en Israël, etc. Mais symboliquement, effectivement, il a, et je pourrais citer les lois sur les ONG, la loi sur la Nakba, etc. Donc, en ce sens, oui, il y a une radicalisation. Cette manière qu'il a de traiter l'opposition comme si c'était tous des traîtres, effectivement, c'est quelque chose que je mets complètement. Mais on reste, comment dirais-je, sur notre fin concernant la tentative d'expliquer pourquoi ça marche. Et j'ajouterais pour terminer, c'est vraiment le dernier point, je conteste cette idée que c'est les séfarades qui mettent Netanyahou au pouvoir. Je le conteste, je vais vous dire pourquoi. Parce que le secteur, et ça on le sait parce qu'on fait de la sociologie électorale, donc on regarde, etc., les taux d'abstention, alors il faut bien comprendre, hein, je ne veux pas me réjouir non plus prématurément, dans ces villes de développement, de Kiryat-Shmona, Yerouham, Dimona, etc., c'est un désert électoral pour tous les partis qui sont du centre jusqu'à la gauche. Désert. 1%, 2%, 50 voix, 60 voix. C'est des chiffres dérisoires. Et donc, le butin, si j'ose dire, se partage entre les partis religieux, le Chasse notamment, bien sûr, mais ça peut être aussi Yamina ou Tzionut Datit, le parti du sionisme religieux, et bien entendu le Likoud, qui en général remporte, enfin, en tête ou voire en deuxième position. Donc, vous voyez bien que je ne suis pas là pour apporter une bonne nouvelle. Mais en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que les taux d'abstention dans ces villes de développement sont énormes. C'est-à-dire parfois bien plus élevés que dans le reste du pays, que la moyenne du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, les milliers de personnes qui ont voté Likoud ou Chasse, ils votent pour la coalition sortante, enfin, pas sortante maintenant, mais l'ex-coalition sortante, mais c'est là où Netanyahou, parce que quelque part, ce que tu as dit, que j'approuve complètement, c'est-à-dire on est de plus en plus pauvres, ils nous lancent des trucs nationalistes, etc., et la sécurité, je parle bien, je suis formidable, et je représente bien, etc. Mais le résultat, c'est que dans ces villes de vin, alors, ils n'ont pas effectivement, ils estiment ne pas devoir pour autant voter Lapid ou voter Meretz ou voter Avoda, c'est clair, mais ils vont tout simplement s'abstenir. Et Netanyahou, c'est pertinemment, ça, on le dit en ce moment, on sait qu'il y a des élections fin octobre ou début novembre, qu'il ne fera aucun effort pour essayer de jouer au centre, parce qu'il a deux stratégies, s'il veut. Parce qu'après tout, il faut quand même dire aussi ce qui est. Je dis ça marche, depuis 2 ans quand même, 2019, ça marche beaucoup moins, puisqu'il n'a pas réussi à dépasser les 60. Parce qu'il y a eu quand même défection de 2 partis de droite,
qui potentiellement auraient dû être voilà, soyons sérieux, ils auraient dû être potentiellement les candidats de cette coalition. C'était que Lieberman ou Guy Donsard, Naftali Bennett étant le maillon faible, n'envisageaient pas de faire coalition avec lui. En tout cas, dans ces développements, on voit bien qu'ils ne vont pas jusqu'à voter pour l'opposition, mais ils estiment que voilà, on les mène en bateau, pour parler familièrement, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas se déplacer. Et Netanyahou, donc, qui ne va pas chercher des voix au centre pour dire allez, c'est le dernier. Il pourrait faire une campagne du style c'est le dernier exercice du pouvoir que je vais mener. D'abord, tu vas nous tenir encore 8 ans et 10 ans et 3 élections de plus. Et donc, on pense qu'il va essayer de faire campagne justement dans ces secteurs où il y a de plus en plus une forte abstention. Et bien entendu, pour faire un tout petit peu de sociologie électorale, concernant les séfarades, à diplôme, à diplôme universitaire, etc., en général, plus de 2 tiers d'entre eux, séfarades, ne votent pas pour Netanyahou. Donc, en revanche, plus il n'y a pas de diplôme ou très peu de qualifications, etc., plus ils votent Likoud ou s'abstiennent. Voilà. Le grand problème, c'est qu'effectivement, la gauche, le centre, la PIF, Gantz, cela, aucun d'entre eux n'arrive à être crédible pour dire faites-nous confiance, on n'est pas les héritiers de ceux qui vous ont mis dehors de la benne du camion dans les années 50-60. C'est pas là-dessus, il y a un véritable échec. Voilà. La question, effectivement, c'est que Netanyahou n'a pas fait la guerre, malgré tous les discours nationalistes, etc. Il a été plus prudent. La question que je voulais poser à Jacques Bandelac, c'était pourquoi, à son avis, ça marchait, c'est-à-dire quelles sont les raisons des fonds qui font qu'il y a ce pouvoir de Netanyahou. Denis Charbit a donné lui une raison, il dit parce qu'il y a le vide. Donc, quelle est votre analyse à tous les deux sur les raisons de fond? Pourquoi ça marche? J'ai écrit 300 pages, je n'ai toujours pas la réponse vraiment. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée que ça marche parce qu'il n'y a pas d'alternative. Pas d'alternative à quoi? C'est-à-dire à Netanyahou au Likoud ou à Netanyahou dans le pays? Alors, c'est vrai que Netanyahou a éliminé toutes ses oppositions dans le Likoud. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a tout fait pour que les grands ténors du Likoud ne soient plus au Likoud. Hein. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce problème. Maintenant, ça ne veut pas dire que si demain Netanyahou, et je pense que si demain Netanyahou décidait de quitter la vie politique, il y a suffisamment de personnes compétentes au Likoud pour prendre sa place. Hein. Il ne faut pas croire toujours qu'après Netanyahou, c'est le déluge. Hein. Même Bennett a très bien rempli son rôle, même si on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais je ne crois pas que la raison principale soit c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative que Netanyahou persiste. Hein. Je crois que lorsqu'il ne sera plus là, c'est comme si de dire après Netanyahou, il n'y a pas d'avenir pour le pays parce qu'il n'y a que Netanyahou qui peut sauver le pays de ces problèmes. Donc, je ne crois pas que le manque d'alternative soit vraiment la raison principale. À mon avis, la raison principale, on a parlé, c'est sa personnalité, c'est son charisme, c'est sa façon de s'imposer, de parler de façon émotionnelle aux gens. Hein. C'est ça principalement qui a permis de se maintenir. Et la peur qu'il a brandie, tu n'as pas toujours été d'accord avec moi, mais je crois que la menace existentielle, je ne parle pas de la menace être menacé de Bibi, ce n'est pas une menace existentielle, c'est une menace intérieure politique, etc. Mais la menace existentielle, il a su la mener, il a su introduire la peur chez les gens pour ensuite venir s'imposer comme le roi qui va sauver son peuple de toutes les menaces. Hein. Donc c'est ça, c'est surtout dans sa personnalité, je crois, qu'on peut expliquer comment ça peut marcher. Et je crois profondément que après Netanyahou, ça marchera tout aussi bien, si ce n'est pas mieux. Le centre, la gauche, etc., n'ont pas su trouver un récit qui parle. C'est-à-dire quelque chose qui soit convaincant, sur le plan économique, par exemple. La seule qui a essayé, c'est Shelly Yachimovitch, mais elle est restée très peu de temps, et elle a été battue. Mais sans aucun doute,
on est, alors je dirais pas subjugué, mais on est un peu sous la coupe de Netanyahou, et donc on propose des correctifs, on propose de freiner, on propose de colmater, mais on ne voit pas quelque chose qui pourrait faire pendant, au point de dire, ben voilà, c'est une histoire dans laquelle j'ai envie de me retrouver. En ce sens, je crois que, malheureusement, je ne dis pas développeur, je crois que Netanyahou comprend beaucoup plus que les leaders du centre et de la gauche. Voilà, c'est l'ADN c'est la question de la menace, mais attention, Ben Gurion aussi grandissait la menace, Golda Meir également. Enfin, dire, c'est pas, tu l'as dit d'ailleurs, il ne l'a pas inventé. Et puis, la menace iranienne, ce n'est pas non plus de la manipulation dans la représentation. Il y a effectivement quelque chose qui est réellement inquiétant, etc. La possibilité. Ce qui ne veut pas dire que du moment où elle l'aura, elle va l'employer à destination d'Israël. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui a échappé. D'ailleurs, avant, c'est vrai que Netanyahou en a fait son cheval de bataille, mais Barak, Rabin étaient eux aussi extrêmement. Rabin d'ailleurs, on dit que pour les accords d'Oslo, c'est ça qui l'a convaincu, entre autres, de dire il faut y aller parce que la vraie menace vient de là-bas. Alors, bien sûr que rhétoriquement parlant, ils n'en ont jamais autant joué qu'ils n'en jouent lui. Mais il y a, voilà, regardez la vie politique, l'échiquier politique, le seul parti qui s'élève au-dessus de 30 députés, ce qui n'est pas énorme, mais enfin, c'est déjà pas mal quand on voit ce qui se passe aussi en Europe et en France et ailleurs, c'est le Likoud. Lapide qui, voilà, fait du bon travail, je ne veux pas ici désespérer Bernard Lazare, mais il faut bien reconnaître qu'il arrive à 20, alors peut-être qu'il en fera 21, 22, il y aura une surprise, j'en sais rien, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose, alors même que, comme tu le dis, il a éliminé les uns, les autres, etc. Et à chaque fois, ça marche. Alors, je pense que ça suppose donc pas seulement une analyse politique, mais une analyse. Ce virage, c'est aussi le virage de la société israélienne. Et voilà, je ne veux pas mettre tout sur le poids des relations publiques, etc. Mais sans doute qu'il arrive beaucoup mieux. C'est-à-dire, prenez par exemple, je parlais du gaz, on pourrait prendre aussi les startups. Tout le monde est convaincu que les startups, c'est Netanyahou. Non, c'est pas Netanyahou. Mais ça s'est passé durant son règne, et donc du coup, il sait en faire usage, etc. Là où on est sans doute beaucoup moins performant. Et en tout cas, ça nous rappelle que effectivement, la politique, c'est aussi une affaire de rhétorique. Qu'est-ce qui empêche les hommes politiques en Israël et ailleurs de faire un sondage du top 10 des problèmes tels que les citoyens les vivent et de faire une plateforme en disant, ben voilà, ça c'est les top 10, voilà ce qu'on propose comme solution, avec quel budget, avec quelle échéance, et à ce moment-là, on laisse les idéologies un peu de côté et on est élu sur une plateforme. Alors pourquoi? Je dirais parce que, et c'est justement cette question de récit dont j'ai parlé tout à l'heure. Le récit de Netanyahou, c'est un récit qui galvanise. Tout le monde n'est pas galvanisé, puisqu'il arrive, puisqu'il faut bien comprendre. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est qu'avec les succès, en tout cas la représentation des succès qu'il pouvait à des accords d'Abraham, le chômage, je passe avant le Covid, le taux d'Arabie saisonnière, 5%, voilà des chiffres. Je disais, mais un autre leader que lui aurait unifié tout le pays derrière lui. Lui, il excelle dans la division. Il n'est bon que si c'est le pugilat, que si c'est la confrontation, que si tout ce qui n'est pas avec moi, c'est des gauchistes, etc. Regardez, la force, et ça, c'est vrai que ça peut paraître terrible. C'est vrai que c'est plus les idéologies qui l'emportent.
c'est vrai que ce sont je dirais presque les copyrights. Vous savez quel est le mot, le lexique? Et c'est vrai que qui détient le lexique politique, qui détermine le lexique politique, gagne la partie. Vous savez le slogan qu'il a lancé pendant toute cette année-là, peut-être pas au début, ça a pris quelques semaines, quelques mois, quand il se refasse une santé après l'échec, c'était de dire que Mansour Abbas était, en hébreu je vous le dis, Tomer Terror, un soutien au terrorisme, le leader du parti Ra'am. Et donc, du coup, tout ce gouvernement-là, puisqu'il en fait partie, puisque les partis n'ont pas de gouvernement mais de la coalition, est Tomer Terror. Ce syntagme, hein, Tomer, comme segment fixe, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, ça va ensemble, Tomer Terror. Ça y est, il a créé, il y a le mot soutien, il y a le mot terrorisme, il a pris les deux et il les a collés ensemble. OK? Eh bien, face à cela, il n'y a pas eu de créativité de ce type de l'autre côté, qui soit aussi convaincante pour une partie. Alors, il est bien aidé par des journalistes qui vont ensuite, ça fait scandale il y a un mois environ, quand un journaliste très favorable à Netanyahou a demandé à faire un sondage, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec l'idée que Mansour Abbas est un soutien terroriste, est un Tomer terroriste. Alors que c'était la propagande, c'était un mot d'ordre pour délégitimer la coalition. Il a repris ça à son compte et c'est devenu une question légitime qu'on va poser, etc. Depuis quand il a soutenu le terrorisme? Ce qui ne veut pas dire ne pas soutenir le droit des Palestiniens à un État indépendant, c'est une autre affaire. Donc, le récit, maintenant je réponds à ta question, le récit qui a une certaine audience, mais qui ne galvanise pas les foules, c'est celui que tu as proposé, c'est-à-dire les top 10. Alors, bien sûr qu'on va parler de la vie chère. Aujourd'hui, la hantise des Israéliens, c'est le logement. L'accès au logement, aujourd'hui, c'est terminé, c'est impossible. Et donc, dans ce contexte-là, on pourrait imaginer, mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est ennuyeux, c'est rationnel, et ça, c'est tout à fait vrai. Patricia, c'est exactement ça la crise de la démocratie libérale. C'est que les gens veulent du mythe. Ils ne veulent pas des chiffres, parce qu'un débat pour dire, alors voilà, on va réduire ceci, on va prendre, on va déplacer, transferts sociaux, même les gens ne connaissent pas les concepts. Et voilà. Et donc, ce récit de la normalisation, en plus, il heurte aussi toute une vision d'Israël, État juif, donc lumière des nations, etc. Et donc, ce discours gestionnaire, rationnel, il prend un peu. La preuve, c'est que, voilà, on est quand même dans une situation, si j'ose dire, bien meilleure qu'on l'était auparavant, mais ça ne mord pas encore sur cet électorat qui demande, etc. Sans compter, bien sûr, il faut bien le dire, hein, l'électorat orthodoxe, ça aussi, c'est un virage. Ça, c'est pas Netanyahou. Les orthodoxes ont viré à droite. C'est pas Netanyahou qui les a fait virer à droite. Ils ont viré à droite. C'est bien avant Netanyahou. Du jour où le gouvernement de Sharon, voyez, a décidé de créer 2 villes orthodoxes dans les territoires occupés, ça y est, les orthodoxes qui étaient toujours hostiles en disant non, pour la paix, il faut rendre les territoires, etc. Du coup, maintenant, ils sont dedans, puisque c'est les 2 plus grandes villes aujourd'hui, je crois. Me semble Emmanuel et Beitar-Illit, Modin-Illit, pardon. Il y a peut-être Ariel et Kiryat Arba, mais ça, c'est sionistes religieux ou population plus hétérogène à Ariel. Et c'est comme ça que les orthodoxes ont basculé dans le programme nationaliste. Ariel Henry, mais il est beaucoup plus à gauche, si je veux dire, que son électorat. Mais voilà, il entend son électorat, il y est fidèle. Et eux, on ne leur fera pas entendre une histoire gestionnaire, etc. Ça mord un peu, mais pas assez. Sur les accords d'Abraham. Je pense qu'une des erreurs. Non, je voulais dire que la réaction de la gauche et du centre aux accords d'Abraham me semble avoir été une erreur politique énorme. Il fallait les défendre en disant quand Netanyahou fait des choses comme ça, c'est très bien.
La gauche aurait dû dire, mais attention, on isole tous les Palestiniens et ça, c'est pas une bonne chose. Et donc, nous, on continuera les accords d'Abraham en réintégrant les Palestiniens. Non, on a commencé à dire, ah oui, mais c'est pas une vraie paix. Alors, c'est vrai, c'est pas une paix, c'est une normalisation, c'est pas la même chose. Et personne ne peut prétendre que c'est pas significatif, surtout quand, après Bahreïn et les Émirats arabes unis, on a intégré le Maroc dans l'affaire. Donc, on fait aussi des erreurs au nom de cette hostilité Nous remercions nos deux invités de ce soir, nos deux amis, Badlak et Charbit, dans l'ordre alphabétique et dans l'ordre de prise de parole. Merci à tout le monde.